Merci de suivre ce journal sur BRC TV. Voici le sommaire. 2 experts onusiens et 4 Congolais ont été enlevés dans le Kasaï central. Le gouvernement congolais, tout en déplorant ce kidnapping, a souligné que ce groupe est tombé dans une embuscade alors qu'il sillonnait la province à moto sans en informer les autorités locales. Les autorités de la province du Kasaï central ont ouvert une enquête afin d'établir les responsabilités. Et puis le pape François a annulé son voyage pour Kinshasa. Le souverain pontife évoque la situation politique de la RDC qu'il juge crispée, une position qui semble avoir le but d'inquiéter alors que la RDC est en processus de décrispation politique. Et enfin, déjà 18 millions de personnes enrôlées par la CENI dans 12 provinces sur les 42 millions attendus sur l'ensemble de la République. Un motif de satisfaction pour la CENI qui annonce les débuts de l'opération d'identification des électeurs dans les 13 autres provinces et la ville de Kinshasa d'ici mi-avril 2017. Deux officiels de l'ONU, dont Michael Sharp, de nationalité américaine, et Zaïda Catalan, de nationalité suédoise, ainsi que 4 Congolais qui les accompagnaient, ont été enlevés sur l'axe Bokondé-Chimbulu dans la province du Kasaï central. C'est ce qu'a fait savoir Charles-Antoine Bambara, directeur du département de l'information publique de la MONUSCO. Ces 2 experts onusiens disparus sont membres du groupe d'experts sur la RDC et s'occupent de la transmission des rapports au Conseil de sécurité selon la résolution 1533 de 2004. Réagissant à cette situation, le gouvernement congolais a lancé un communiqué dans lequel il indique que ce groupe sillonnait la province du Kasaï central à moto sans que les autorités locales en soient informées et serait tombé dans une embuscade. Une affirmation de Lambert Mendo Malanga, porte-parole du gouvernement. Ils ont loué 3 motos pour eux deux et pour leur traducteur qui est en congolais. Ils ont pris la direction de Chimbulu. Et c'est à 120 km de Kananga, sur l'axe Bukonde-Chimbulu, ils sont tombés sur une embuscade en fait d'un groupe armé, on ne sait pas lequel, qui les a attrapés avec les 4 Congolais et qui sont entrés dans la forêt avec eux. Alors maintenant, nous avons le ministre de l'Intérieur qui est à Kananga, qui travaille avec les services de sécurité pour d'abord essayer d'identifier le groupe et obtenir leur libération. Jusque-là, nous n'avons aucune information sur l'identité du groupe, ni sur le lieu où il se trouve, mais nous recevons des informations très contradictoires, tantôt que les 2 auraient été tués, tantôt que les 2 sont toujours en vie. Et donc jusqu'à présent, nous attendons que le personnel de sécurité qui s'est déployé avec la MONUSCO puisse localiser le lieu où se trouvent les personnes et le groupe qui les a enlevés. Cependant, les autorités judiciaires du Kasaï central viennent d'ouvrir une enquête pour pouvoir identifier les auteurs de cet enlèvement et les traduire devant la juridiction compétente. Au même moment, les services de l'État et de la MONUSCO s'emploient à obtenir la libération de ces 2 officiels et des 4 Congolais. Le pape François ne viendra plus en RDC. Il a annulé cette visite annoncée pour juillet et août 2017. Dans une interview accordée au magazine allemand Die Zeit, le souverain pontife annonce qu'il aurait aimé se rendre au Congo-Brazzaville et coupler cette visite avec la RDC à l'invitation du président Kabila, mais il dit avec Kabila ça ne va pas. Le pape semble faire référence au voyage en septembre 2016 du président Kabila et à toutes les initiatives prises depuis. À l'invitation du chef de l'État, la SANCO a commencé une mission de bons offices qui a permis la concrétisation de l'accord de la Saint-Sylvestre dont les arrangements particuliers, toujours pas aboutis, ne permettent pas l'application. Si le mandat du président Kabila arrivé à son terme le 19 décembre dernier a été prolongé jusqu'à la tenue des élections avant la fin de l'année, le gouvernement conduit par le Rassemblement n'est toujours pas mis en place. Et même si la SANCO et la MONUSCO ont récemment montré du doigt la division de l'opposition, la non-application de l'accord peut être imputée au président Kabila qui en est le dépositaire principal, au moins auprès des catholiques qui ont accepté de mettre leur énergie à sa réalisation. Pour le pape, sur le continent, l'important serait d'aller au Soudan du Sud, mais il reconnaît que ce ne sera pas possible. Un voyage en Égypte serait aussi à l'étude par les services du Vatican. Le pape a souligné dans cet entretien relayé par Top Congo FM qu'il n'a pas l'impression d'être un homme exceptionnel, mais un homme qui fait ce qu'il peut.
Mais cette annulation de la visite du pape fait naître des inquiétudes vu qu'il a évoqué la situation de crispation en RD Congo alors que la RDC est en phase de décrispation politique. L'ancien directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi, Albert Moleka, a invité les militants de l'UDPS à respecter le droit, ce à la suite de leur entêtement concernant le lieu de sépulture du président Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles. Le combat d'Étienne Tshisekedi était un combat de droit. Le droit régit toutes choses, y compris le lieu de sépulture, a-t-il ajouté. Cet ancien cadre de l'UDPS regrette ainsi donc que 41 jours après sa mort, Étienne Tshisekedi ne soit toujours pas inhumé et que sa dépouille fasse l'objet des calculs politiques. Rappelons que le gouvernement de la ville de Kinshasa a ordonné depuis le 6 mars l'arrêt des travaux sur le site qui a été aménagé pour l'inhumation du sphinx de Limete, à la demande de la famille qui est revenue sur son accord quant à la proposition d'inhumation d'Étienne Tshisekedi dans un carré spécial au cimetière de la Gombe. Par ailleurs, le gouvernement congolais exclut l'option d'enterrer Étienne Tshisekedi dans un site urbanisé et habité. Plus de 18 millions d'électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est ce qu'a indiqué Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI à la radio onusienne. Ce nombre de 12 millions est relatif aux 12 provinces enrôlées sur les 42 millions d'électeurs attendus sur l'ensemble du territoire national, a-t-il expliqué. Satisfait de cette réalisation, Jean-Pierre Kalamba a fait savoir que les opérations dans les 13 provinces restantes et Kinshasa seront lancées d'ici mi-avril prochain et devront durer 90 jours. Par ailleurs, la CENI assure avoir enrôlé 98% des populations de l'Équateur, plus qu'en 2011. Selon les autorités provinciales de la centrale électorale, vu ces grands nombres d'enrôlés, les centres d'enrôlement ne connaissent plus d'engouement alors que c'est ce mardi qu'ils doivent fermer leurs portes dans la capitale provinciale, Mbandaka. Dans d'autres parties de la province de l'Équateur, la CENI fermera ses centres progressivement. Jusqu'à ce jour, la province de l'Équateur compte 12 députés nationaux et 22 députés provinciaux. À la fin des opérations d'enrôlement, ces chiffres pourront être revus à la hausse car le nombre d'enrôlés dépasse déjà celui de 2011. 6 personnes sont décédées des suites d'une maladie similaire au choléra à Matadi, dans le Congo central. Toutes ces 6 personnes présentent les mêmes symptômes que les maladies de choléra, vomissements et diarrhée. Selon le médecin de zone de santé de Matadi, il est difficile pour le moment de confirmer qu'il s'agit de choléra, car il dit attendre le résultat des échantillons envoyés depuis quelques jours à l'Institut national des recherches biomédicales à Kinshasa. Le médecin-chef de zone de santé de Matadi a indiqué que 74 cas ont été enregistrés dans la ville, 27 sont encore soignés à l'hôpital de Kikanda. Cependant, il a invité les habitants de Matadi au respect des règles d'hygiène. Dans l'entretemps, le gouvernement provincial du Congo central a installé une équipe de prise en charge des cas de diarrhée et de vomissements à l'hôpital général de référence de Kikanda. Le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques congolais Pierre-Anatole Matousila a pris part au 3e sommet africain sur l'énergie organisé à Washington aux États-Unis d'Amérique du 9 au 10 mars dernier. Cette rencontre avait pour objectif principal l'électrification des milieux ruraux. Elle a regroupé en son sein 500 personnes, dévoile Pierre-Anatole Matousila. Cette grande réunion a connu la participation des décideurs politiques parmi lesquels figuraient aussi 5 ministres de pays africains, notamment l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Botswana, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Des investisseurs et des bailleurs de fonds y étaient aussi. Ici de noter que ces acteurs étaient réunis autour d'une même table pour voir de quelle manière accélérer l'électrification de l'Afrique, à commencer par l'électrification rurale. Une opportunité pour le ministre congolais qui, au cours de ce sommet, a présenté la nouvelle loi sur l'électrification. Cette loi accorde un avantage particulier aux investissements privés pour les rendre rentables et attrayants. Un motif de joie et de satisfaction pour le docteur Matousila, d'après qui cette rencontre a permis que les investisseurs étrangers acceptent de venir en RDC pour profiter du cadre juridique qu'offre le pays afin d'œuvrer dans ce secteur.
Mesdames, Messieurs, voici les grands titres qui ont composé ce journal. 2 experts onusiens et 4 Congolais ont été enlevés dans le Kasaï central. Le gouvernement congolais, tout en déplorant ce kidnapping, a souligné que ce groupe est tombé dans une embuscade alors qu'il sillonnait la province à moto sans en informer les autorités locales. Les autorités de la province du Kasaï central ont ouvert une enquête afin d'établir les responsabilités. Et puis le pape François a annulé son voyage pour Kinshasa. Le souverain pontife évoque la situation politique de la RDC qu'il juge crispée, une position qui semble avoir le but d'inquiéter alors que la RDC est en processus de décrispation politique. Et enfin, déjà 18 millions de personnes enrôlées par la CENI dans 12 provinces sur les 42 millions attendus sur l'ensemble de la République. Un motif de satisfaction pour la CENI qui annonce les débuts de l'opération d'identification des lecteurs dans les 13 autres provinces et la ville de Kinshasa d'ici mi-avril 2017. C'est par ici que s'achève cette session d'information. Merci et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux en ligne ce mardi 14 mars 2017. Le rapatriement de la dépouille de Etienne Tshisekedi et les attaques continues de miliciens comme Kamwina Sampou ont retenu l'attention de médias. Ouvrons cette revue de presse avec La Prospérité qui titre à sa une « Rapatriement de Tshisekedi, la confusion est totale ». Les positions du pouvoir d'une part et de l'autre de la famille biologique et de l'UDPS se radicalisent sur le choix du lieu d'inhumation de Etienne Tshisekedi. Dans la journée de lundi 13 mars, l'on a pu assister à une joute oratoire. Le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, a annoncé le lancement très prochain des travaux de construction du mausolée d'Etienne Tshisekedi à Limete au siège du parti. Monseigneur Gérard Moulumba, frère puiné du défunt, s'est aligné sur la position du parti d'enterrer le fixe de Limete dans sa tanière. Tshisekedi, affirme-t-on, ne serait pas le premier à être inhumé dans sa résidence ou au siège de son organisation. Les observateurs ont fait remarquer que Sikatenda, en son temps, avait été enterré dans sa concession à Bibois, dans la commune de Lansele. Derrière la cathédrale du centenaire protestant, on trouve une dizaine de tombes. Les tshisekédistes ont beau donner des exemples, l'hôtel de ville de Kinshasa ne l'entend pas de cette oreille. Déjà lors des précédentes discussions entre les autorités du pays et les deux familles de Tshisekedi, biologiques et politiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, avait rejeté toutes les autres propositions du lieu d'enterrement en dehors du cimetière de la Gombe. Bien qu'absent du pays, le gouverneur de la ville a laissé ses collaborateurs réagir énergétiquement contre la décision de tshisekédistes d'ériger un mausolée à Limete. À Kweti, le ministre provincial de l'Intérieur a annoncé que la ville de Kinshasa empêcherait par tous les moyens l'inhumation d'Etienne Tshisekedi à Limete. Pourtant, Monseigneur Gérard Moulumba envisage le rapatriement de la dépouille de son frère aîné dès que la sépulture sera apprêtée à Limete. Que va-t-il se passer dans l'hypothèse où les deux partis campaient sur leur position? On ne peut pas s'empêcher de craindre le pire. À l'agitation créée par les obsèques mal assurées d'Etienne Tshisekedi viendrait se greffer le mécontentement né de la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Kasaï central, les miliciens Kamwina Sampou ont vandalisé les bureaux de la CENI à Kazumba, c'est ce que rapporte le site de la radio Okapi. Les miliciens se réclamant du chef coutumier Kamwina Sampou ont incendié et pillé plusieurs bureaux administratifs et ceux de la CENI situés au chef-lieu du territoire de Kazumba dans le Kasaï central, a indiqué lundi à Radio Okapi l'administrateur de ce territoire. L'administrateur du territoire de Kazumba demande aux autorités nationales de privilégier la voie de négociation étant donné que ce mouvement prend de l'ampleur. Omer Tchibala, secrétaire exécutif intérimaire de la CENI dans le Kasaï central, déplore le saccage du matériel par les miliciens appuyés par certains habitants de ce territoire. Il fait remarquer que les miliciens et la population ont attaqué et pillé le bureau et l'entrepôt de la CENI et ont emporté urnes, isoloirs, groupes électrogènes, ordinateurs et d'autres documents. Et le site d'information Congo virtuel de renchérir, 2 experts de la MONUSCO pris en otage dans le Kasaï central. La mission onusienne de RDC et le gouvernement ont fait part ce lundi de la disparition dans le Kasaï central de 2 experts onusiens ainsi que leurs dépendants congolais, 3 motards et un interprète. Les 2 experts sont portés disparus dans la région de Tchimboulou depuis dimanche dernier, a fait savoir Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO. Thomas Médéo Malanga, porte-parole du gouvernement, a précisé qu'outre les accompagnateurs congolais, les 2 experts sont de nationalité américaine et suédoise. Ils ont été kidnappés vers le pont jeté sur la rivière Moyo avant d'être conduits dans la forêt par leurs ravisseurs.
Des patrouilles sont d'ores et déjà en action pour les retrouver. Jusque-là, la MONUSCO n'avait aucune présence dans cette zone avant l'envoi très récent d'une centaine de casques bleus. L'enlèvement des sphères onusiens dans cette région troublée donne toute la mesure de la gravité de la situation qui, à ce jour, tendait à être minimisée dans l'opinion internationale qui préférait accabler l'autorité publique en l'accusant d'exactions contre les populations. Bouclons cette revue de presse avec le journal Forum de Zas qui écrit à sa manchette « Fourniture de courant électrique en RDC, la solution à l'étiage est là. Un blackout menace la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais en est conscient. Déterminé à résoudre au plus tôt la problématique de l'étiage, le Premier ministre Sami Badibanga a reçu hier lundi 13 mars une délégation conduite par le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques Anatole Matusila Malungeni Nekongo. La délégation comprenait en outre le ministre de Finances Oriav Moulang ainsi que le PCA de la SNEL Makombo Mongo et un groupe d'experts de Metelstat. Le parc de production de la SNEL SA est essentiellement hydroélectrique dans les deux centrales d'Inga. Mais du fait de l'étiage, la Société nationale d'électricité envisage de se lancer dans l'énergie thermique. Le Premier ministre de la RDC, Sami Badibanga, tient ainsi à prévenir le pays de tout risque de black. Mieux vous prévenir que guérir, assure-t-on à la primature. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. Au grand mot, de grands remèdes. D'ici le mois de mai prochain, la SNEL passera en mode thermique. Selon le PCA de la SNEL SA, Makombo Mongo, dans les 45 jours ou 2 mois qui suivent, la SNEL apportera toutes les machines pour les installer et apporter totalement la solution à ce problème de déficit énergétique. Et au gouvernement d'assurer que pour que l'électricité produite avec la centrale thermique soit accessible à tout le monde, le prix doit être le plus bas possible. Il faut obtenir l'exonération du carburant destiné à cette centrale. C'est la fin de